Alors bonsoir à tous et à tous et à toutes. On remercie le Rav Smadja d'avoir organisé ce cours. Il y a une Gemara dans Brachot d'Af Samer. Elle dit comme ça. Tanou Rabbanan. Donc les sages ont enseigné. Maaseh be'Hillel Azaken. Il y a eu un événement avec Hillel Azaken. Shaya Baba Derer. Il venait sur le chemin. Veshama Tzvacha Ba'ir. Donc il était sur le chemin et il arrivait dans sa ville, là où il habitait. Et avant de rentrer dans la ville, il entend des cris. Bon, des cris qui viennent de la ville. Amar, il a dit Muftar ani she'enze betor beti. Ouais, je suis sûr que ça, c'est pas dans ma maison. C'est bizarre. Il n'est pas encore dans la maison, il n'est pas dans la rue. Il entend des cris. Mais il est convaincu que c'est pas chez lui. Ah, une chance sur deux. Ouais, oui ou non. Pourquoi tu es tellement sûr de toi? Et bon, vous allez dire c'est Hillel Azaken. Mais quand même. Il dit Ve'ala vakatu vomer. A dit la Gemara. Et sur lui, le passage qu'il a dit Mishmu'a ra'a lo'ira. D'une mauvaise nouvelle, il n'aura pas peur. Nachon libo batuar b'Hashem. Nachon libo, son cœur il est droit, il est correct. Batuar b'Hashem, il est confiant en Dieu. Alors là-dessus, la Gemara elle vient, elle dit Amar Rava, il a dit Rava, Kol echid de darashta le aikra madrish. Ce pasouk là qu'on vient de citer, tu peux l'étudier dans un sens ou dans l'autre, ça marche. Pourquoi? Donc je reprends. C'est marqué Mishmua ra'a lo'ira. D'une mauvaise nouvelle, il n'aura pas peur. Nachon nibo batuar b'Hashem. Ouais, celui qui a son cœur qui est correct, alors il est confiant en Dieu. Alors, il dit pourquoi? Il dit donc celui qui, quand c'est marqué celui qui n'a pas peur d'une mauvaise nouvelle, ben c'est normal parce qu'il est confiant en Dieu. D'accord? Et celui qui est confiant en Dieu, il n'aura pas peur d'une mauvaise nouvelle. Donc tu peux lire le pasouk dans les deux sens. Maintenant, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, il a un a priori qu'il n'aura pas de mauvaises nouvelles parce qu'il est confiant en Dieu. D'accord? Donc ça veut dire qu'il fabrique son avenir, que dans l'avenir, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles parce qu'il est confiant. Et il y a un autre, qu'il y a une mauvaise nouvelle, mais il est sûr qu'elle n'est pas pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est confiant. Donc il y en a un où la confiance, elle vient enlever la mauvaise nouvelle, et l'autre, la confiance, elle permet d'assumer la mauvaise nouvelle. Mais il y a une mauvaise nouvelle. Vous sentez la différence? D'accord? Maintenant, si on reprend bien le pasouk, Mishmu'a ra'a lo'ira. Shmu'a, d'une mauvaise, c'est-à-dire il va entendre une nouvelle, quelque chose qui vient à ses oreilles. D'accord? Il y a un événement qui arrive, on entend, tous les jours on entend des mauvaises nouvelles. Ouais, alors allez-nous, celui-là, ça y est, il est parti du Covid, et celui-là, il a cette maladie, et celle-là, il a découvert truc. L'autre jour, j'ai un couple qui m'ont écrit, les deux, ils ont découvert qu'ils ont le cancer. Je ne sais même pas par où commencer. Ouais, c'est dur, c'est dur. Tiens, il est malade, l'autre, il va soutenir l'autre. Là, les deux, ils ont, comment tu fais? C'est des trucs de fou, d'accord? D'autres, il a découvert qu'elle n'aura jamais d'enfant. Waouh, c'est des chocs. Encore, ça se passe chez les autres, il dit, bon, qu'Hachem, il les aide. Mais quand c'est la personne elle-même qui est touchée, waouh, c'est pas la même chose. Donc maintenant, le problème, et c'est ça qu'on va essayer de réfléchir ensemble, ce qu'on appelle les épreuves, les nisyonotes, d'accord? Maintenant, chacun à son niveau. Ça peut être une maladie, ça peut être un stress, ça peut être un mariage qui est annulé, ça peut être un chidour qui fonctionne mal, ça peut être les parents qui sont contre le garçon, ils n'en veulent pas du tout, d'accord? Et toi, tu es folle amoureuse. Ça peut être un examen qui tombe à Shavuot, que tu vas mourir, ouais, alors que c'est l'examen du barreau et que tu sens que tu vas finir derrière les barreaux. Ouais. Donc, c'est compliqué. Comment on va aborder ça? D'un autre côté, on est tous des ma'aminim, des ma'aminim. On est des croyants, fils de croyants. Eh ben, Dieu est fait, Dieu est fait. Maintenant, c'est facile de dire à l'autre, Dieu est grand, t'en fais pas. Mais par rapport à toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'avais une élève comme ça, la pauvre, il y a une vingtaine d'années. 2 années de suite, l'examen du barreau, il est tombé Shavuot. Alors, la première fois, tu as envie de mourir. Mais la deuxième fois, tu achètes le tabouret, la corde. C'est normal. 2 années. Et vous savez, c'est la fin de l'examen, c'est la fin du droit. C'est-à-dire que si elle passe pas, elle rate, eh ben, elle n'a rien dit, elle a pris sur elle. Elle aurait pu y aller, elle dit, bon, j'y vais, genre, je prends pas mes papiers, elle fait traloued. Moi, je sais pas comment elle aurait fait, bon. Ouais. Et non, elle n'a pas été. 2 années de suite. Et à chaque fois, elle m'appelait. Moi, la vérité, je ne savais plus quoi dire. J'ai écouté, première année, tu dis, allez, bitachon, deuxième année, tu vas mourir. Eh ben, la troisième année, elle l'a eu. Ok, Mazal Tov. Ok, mais c'est très intéressant parce que finalement, elle n'a jamais fait de. Elle était avocate, mais elle n'a jamais travaillé dans le droit. Elle s'est mariée, son mari il avait la parnassa, elle a fait des enfants et tout va bien. C'est-à-dire toute cette angoisse finalement pour. C'est un peu ça le problème.
que quand une épreuve, elle arrive, qu'est-ce qu'on regarde, nous? Ouais. Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Voilà. Vous croyez en Dieu. J'ai expliqué déjà plusieurs fois que la croyance, c'est pas seulement de manger cachère et de faire Shabbat, ouais, de mettre les tefilines, ça c'est évident. Parce qu'en dessous de ça, si tu fais pas ça, il faut envisager la conversion au judaïsme. Bah oui, parce que si tu fais pas ça, d'où on va savoir que tu es juif? Ouais. Et ça, les gens ne comprennent pas. La dernière fois, encore deux jeunes en train de s'engueuler. Bon, ça fait 2 ans qu'ils se connaissent et tout. Bon, lui, il vient d'une famille très religieuse. Et la fille, un peu païenne, mais presque. Ouais. Et il me dit, mais Rabbi Chetrit, elle peut évoluer et tout ça. Je dis, ok. Je dis, qu'est-ce qu'elle dit? Il dit, elle a dit qu'elle ne peut pas s'engager, mais que si plus tard ses parents l'invitent dans un restaurant pas cachère, elle mangera dedans. Ah bon? Donc elle mange pas cachère. Et puis là, pour les examens, c'était compliqué pour elle, donc elle a préféré travailler pendant Shabbat. Donc elle écrivait, oui. Donc elle n'est pas chômeur de Shabbat. Je dis, mais donc c'est la réalité, c'est ça aujourd'hui. Ouais. Oui, d'accord, mais je l'aime. Alors, est-ce que vous pensez qu'elle peut évoluer? La vérité, moi, le saut élastique sans élastique, j'ai du mal. Le saut en parachute sans parachute, ça me fait quelque chose. Tu dis, ah non, Emouna, il n'y a pas de parachute. Emouna. Tu vois, maintenant, tu vois que l'élastique, il est coupé. Tu le vois, il est coupé, l'élastique. Et le gars, il dit, allez-y, monsieur, c'est à votre tour. Je dis, mais je ne vais pas sauter. Et il est coupé. Elle te dit, je ne suis pas Shomer Shabbat. Lui, là, c'est un fils de rave, imagine-toi. D'accord, ambiance, ouais. C'est comme ça. Les gens, ils se côtoient. Et quand ils arrivent aux échéances sérieuses, genre la choupa, la truc, la salle, d'un seul coup, ils commencent à regarder. Là, ils fouillent le dossier, ils regardent. Ah, tiens, est-ce qu'il est vraiment fait vraiment partie du peuple? Est-ce qu'il est vraiment truc? Est-ce qu'il est vraiment sérieux? Est-ce qu'il est vraiment... Hop, est-ce qu'il a arrêté de fumer? C'est bizarre, non? C'est que pendant 1 an, 2 ans, tu dors, et d'un seul coup, tu te retrouves avec une épreuve. Encore une fois, si vous croyez en Dieu, on a dit la croyance, vous pouvez le répéter, même si je l'ai répété, vous pouvez vous le répéter, vous pouvez l'écrire sur les murs, vous pouvez le coller sur le cartable, le tatouer dans le dos de votre sœur. Tiens chérie, tourne-toi, il faut que je réfléchisse. D'accord? La Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Hachem, il ne se trompe pas. Ça va? Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'enfermer dans une immaturité puérile de dire... Non mais là c'est trop là. Là vraiment c'est plus fort que moi. Là j'y arriverai pas. Là c'est trop difficile. Là le bon Dieu il a tapé très fort. Raodon Kolo, cousin de Marco Polo. Le bon Dieu c'est pas un bleu. Donc ce qu'il t'envoie tu peux le supporter. Maintenant c'est possible que toi tu le sais pas. Vous suivez ou non? C'est comme si la fille elle a bossé à fond le programme. Elle a bossé, elle connaît tout par cœur. Et toutes les annales elle répond par cœur. Mais devant l'examen, le syndrome de la feuille blanche. Keblo. Ouais. En botanique, ça s'appelle séquoia. C'est une sorte d'arbre. En fait, c'est séquoin. Mais c'est pas possible. Tout le monde lui dit, mais alors... Elle sort, ses copines disent, c'est quoi la réponse 1, réponse 1, réponse 2, réponse 3. Mais tu connaissais tout, qu'est-ce que ça met sur la feuille? Rien. Pourquoi? Elle a la connaissance, mais elle n'a pas confiance en elle. Vous me suivez ou non? L'autre, le contraire. Il a une confiance en lui de malade. Mais il ne connaît rien, lui. Lui, il a étudié une seule matière en faculté, ça s'appelle la mythologie, l'étude de la mytho. Mais il est tellement à l'aise, il arrive à l'oral, il comprend même pas l'énoncé, il se lance dans un truc, madame, un vendeur. L'autre, il dit, écoutez, je vois que vous ne tenez pas la route, mais je vous sens tellement positif, allez, je vous le donne, votre oral. C'est bizarre, non? L'autre, il n'a pas la connaissance, mais il a confiance. L'autre, elle a la connaissance, mais elle n'a pas confiance. Toute la vie, c'est pareil. Donc quand tu arrives devant une réalité, encore une fois, si tu crois en Dieu, et que tu as compris que la vie, c'est une série de diapos, donc il n'y a pas d'erreur. Cette réalité, elle vient devant toi maintenant. Et c'est le bon Dieu qui est le projectionniste. Il t'envoie ça. Encore une fois, tu peux glisser. Ouais, ça ne me concerne pas, c'est elle qui est folle, c'est lui qui est fou, j'ai pas la tête, c'est pas le moment, je suis pas prêt. Tu peux baratiner, mais ça ne change pas le problème. C'est la vie, c'est une gare. Il y a des trains. C'est le train, il vient, il part, il vient, il part. Tu dis, je me sens pas prêt, j'ai pas envie de monter dedans, peut-être il y a des gens que je vais pas aimer. Il va partir, le train. Il va partir. La fille, elle va se marier. Le mec, il va faire sa vie. L'examen, la date, elle va passer. Le Shabbat, il est comme ça. Vous suivez ou non? Les gens, non. Non, peut-être pas. L'homme, c'est le seul animal qui pense que quand ils hésitent, le monde l'attend. Ouais, c'est le seul être de tout l'univers qui croit que quand il réfléchit, le monde il dit bon, on va l'attendre.
Et bah, les planètes, elles bougent, les vagues, elles bougent, la pluie, elle tombe, le fruit se décompose, la fleur, elle pousse, les fourmis, elles travaillent, tout l'univers bouge, et lui, il est à l'arrêt. Il a mis la pause. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de temps. Tu écoutes Kevin, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Tu te décides, tu penses que je suis faite pour toi, je ne suis pas faite pour toi. J'ai besoin de temps. Quoi, t'es une confiture qui mûrit, toi, t'es quoi? Ouais. T'as compris l'idée? Voilà. C'est pour ça qu'à l'époque, je vous en avais parlé, mais je pense qu'il faut revenir souvent sur ça, parce que c'est mal compris par les gens. Chacun, il doit connaître chez lui le taux de FDG. Vous vous rappelez de ça ou non? Non? C'est de la PNL. Vous ne voyez pas non plus? Non plus? Il n'y a pas que la Torah, il faut ouvrir les yeux, les gars. D'accord? Donc le taux de FDG, c'est le taux de foutage de gueule. C'est-à-dire que tu dois savoir combien toi-même, tu te fous de toi. Combien tu te mens à toi. Combien tu t'embrouilles à toi. Pourquoi? Parce que quand elle arrive l'épreuve, encore une fois, petite épreuve, grosse épreuve, ça ne change rien. Toi, si tu n'adhères pas à la chose, tu ne pourras pas l'assumer. Maintenant, comment tu fais pour ne pas adhérer? Mon stylo, il ne marche pas. Si j'avais un bon papier, j'aurais fait une disserte. Je ne sens pas le truc. J'ai pas le déclic. J'ai pas le ressenti. Comme les gens disent, écoutez, elle est super, tout va très bien, mais j'ai pas le déclic. Mais qu'est-ce que tu veux déclic pour avoir le déclic? Et après que, je dis, mais tu l'imagines dans les bras de quelqu'un d'autre? Imagine, elle se marie quelqu'un d'autre, je vais mourir. Je dis, bah alors, ton problème, c'est pas que tu as le déclic, c'est que tu n'as pas l'intelligence pour t'engager. Parce qu'il faut y aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épreuve, elle est là. Après, tu vas mesurer, toi, quel est ton problème, quel est ton blocage, quelle est ta peur, quel est ton manque de émouna, ton manque de bitachon. Mais il faut assez se connaître pour le savoir. Pourquoi? Parce que si tu réfléchis bien, on a dit chaque épreuve, c'est comme un diapo. Donc la vie, c'est une série de diapos. Si vous avez passé le code, vous savez comment ça se passe? Il y a un diapo avec 3 réponses possibles. Tac, tac, tu coches. Tu réponds, tu réponds, tu réponds. Imagine la vie, c'est une série de diapos. Vous me suivez ou non? Le réveil, il sonne. Tu te lèves ou tu te lèves pas? Diapo. D'accord? Shabbat. Ouais. Le Kriyat Shema, premier Zman, 9h18. Il est 9h17. Tu le fais ou tu le fais pas? Toi, tu te réveilles toujours à 9h19. Toi, t'es un Min Shamaim du Satan, toi. Tu te réveilles toujours après l'heure du Kriyat Shema. C'est-à-dire, si on veut connaître l'heure du Kriyat Shema, on regarde à l'heure que tu te réveilles parce que tu te réveilles pile quand c'est trop tard. Après, il y a les Hasidim qui, eux, ils se réveillent après le Zman Tfila. Genre, on dirait qu'ils sont nés pour rater la Tfila. Tu dis, mais attends, c'est 10h22 quand même. Ouais, mais tu sais, je suis fatigué, c'est pas évident. Mais c'est beau. C'est-à-dire, c'est marqué 10h22, le mec, il se réveille à 10h22. Mais t'es paramétré par le Satan, toi. T'es le modèle vivant de la Avera. T'es la concrétisation de la Touma vivante. C'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis, ça veut dire que moi, au lieu d'avoir une ashgacha, une aide divine, que le bon Dieu il m'aide à faire les mitzvot, moi j'ai une ashgacha qui m'aide à faire les averot. Donc dans mon épreuve, je dois réfléchir. Parce que pourquoi ça m'arrive? Vous suivez ou... Ça veut dire qu'il y a un préliminaire, il y a un amont, il y a un gars avant qui va rentrer dans la situation, et au moment où il va y avoir la rencontre entre la situation et toi, il y aura 2 éléments. Un élément qui est la situation, un élément qui est toi. Mais si toi, t'es pas là, ou si toi, t'es dans une dynamique de bêtise, ou si toi, t'es immature, ou si toi, t'as peur, ou si toi, t'es pas clair, c'est toi devant la réalité. Moi, vous savez très bien que la lecture de la réalité, elle dépend de la personne qui est en face. C'est logique. Ouais. Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un, je sais pas moi, Shabbat, ça sort à 23h, le gars il dit non, c'est trop long, moi je m'arrête à 18h. Ouais. Et après, tu rencontres un vieux juif de Russie qui est là comme ça, qui a 83 ans. Tu lui dis, vous étiez en Russie? Oui, j'étais en Russie. Ah, c'était difficile. Ah bah oui, j'ai fait 22 ans de goulag. Oh, pourquoi? Parce que j'étais chômeur Shabbat. Le KGB, ils m'ont attrapé. Et quand ils ont vu que j'étais chômeur Shabbat, ils m'ont envoyé au goulag. Le mec, il a fait 22 ans de goulag. C'est ce que c'est le goulag. Non, c'est pas un plat qui a ce goulag. C'était dur. C'était en Sibérie. C'était la mort.
Donc, maintenant, tu les mets les deux à côté de l'autre. Un, il les met Halel Shabbat parce que ça se termine tard. Et l'autre, il a fait 20 ans de goulag parce qu'il était Shomer Shabbat. De vous à moi, franchement, objectivement, sans aucune violence. Les deux, ils sont juifs, à ton avis? Vous me suivez ou non? Les gens au Moyen-Âge qui ont été brûlés sur un bûcher parce qu'ils ont acheté des herbes amères la veille de Pessah. Et l'Inquisition les a repérés. Et on les a brûlés vivants. Ils sont morts pour le maror. Que c'est Midera Banane. C'est bizarre, non? Et l'autre, tu lui dis, écoute, faut pas manger du pain à Pessah. Il dit, arrête de me saouler. On est au XXe siècle, d'accord? Puis ça me saoule, ça me prend la tête. Et puis, ça mange pas de pain. Ah non, c'est des matzot. Dis-moi, les deux, ils sont juifs? Des gens qui se prennent la tête pour des bêtises, rien du tout, et des mecs qui ont été spoliés de 100 millions et qui n'ont jamais rien dit parce que c'était leur beau-frère. Dis-moi, ils ont la même neshama, ces deux-là? Rien. Et l'autre, pour rien. Tu l'as manqué de kavod. Je suis rentré à la synagogue, tu m'as regardé de haut. Comment je te regarde de haut, je fais 60 cm. Ça n'a rien à voir. Ouais. Donc pourquoi tu as des gens qui vont se prendre la tête pour des lourdeurs? Mais moi, je vous dis, moi j'ai le téléphone. Des fois, j'écoute, la vérité, j'ai envie de rôter. Je dis, mais tu m'appelles pour ça? Oui, mais Rav, c'est une atteinte à mon respect, c'est une atteinte à mon honneur. Mais comment une demeure, elle a un honneur? J'arrive pas. J'ai du mal, la vérité, ouais. Mais réfléchis, toi. Réfléchis, tu vas détruire ton couple, tu vas divorcer, soi-disant parce qu'elle t'a manqué de respect. Mais quel manqué de respect? Parce que tu l'insultes toute la journée. Oui, mais moi, je suis obligé parce qu'elle ne m'écoute pas. Ça y est, c'est devenu du dressage de chien. Moi, je croyais que c'était de l'amour. C'est devenu du dressage. Parce qu'au bout de 3 fois, au bout de 4 fois que je répète, elle ne réagit pas, je suis obligé de mal lui parler. C'est quoi ces règles? Ça vient d'où? D'un camp nazi? C'est bizarre, non? C'est que j'entends ça toute la journée, des gens adultes. Je dis, mais quel âge t'as? Il me dit 47. Non, 16 et demi. Peut-être 14, mais têtu, genre. Peut-être 14 ans, mais mature. Parce que pour penser que la violence, elle va régler le problème, ça veut dire que tu n'as même pas compris que cette personne-là, en vérité, elle t'énerve pour que tu règles ton problème de patience. Tu n'as pas le recul d'eux. Donc vous avez compris que les lunettes, les yeux avec lesquels tu vas regarder l'épreuve, elles dépendent de la personne qui se retrouve en face de l'épreuve, qui se trouve, en l'occurrence, être toi. Ça va? Or, rappelez-vous que les chevaux voient 7 fois plus gros que les hommes. C'est pas évident le stéréo, là. Parlez par là, parlez par là. Non, c'est pas... ouais. Vous avez compris ou non? Le cheval, c'est ce que c'est un cheval? Non? Vous avez dû en côtoyer? Non? Bon, donc, la vérité, si je mens. D'accord. Donc, le cheval voit 7 fois plus gros qu'un homme. Donc, quand vous approchez la main d'un cheval, lui, il voit une raquette de tennis. Il voit 7 fois plus gros. Donc, la personne qui est en hypersensibilité, ouais, la personne qui n'a pas confiance en elle, la personne qui est parano, il va voir les événements 7 fois plus gros. Alors déjà, quand tu connais la taille exacte du problème, c'est pas évident de gérer. Ouais. Par exemple, tu sais que tu n'as rien foutu, donc tu as peur de l'examen. Mais si tu as bossé, tu as moins peur de l'examen. Mais c'est le même examen. Ouais. Si, encore une fois, on a dit, si tu n'as pas confiance en toi, c'est le même examen. Si tu as de la culpabilité, tu sais que tu mérites la tréha. Tu sais ce que tu fais en cachette, dans les toilettes. Ouais. Tu sais quel genre de vidéo tu regardes pour améliorer tes connaissances anatomiques au cas où tu ferais médecine. Qui sont ni pour nous, ni pour vous, d'ailleurs. Mais tu le sais, ça. Donc, automatiquement, quand il t'arrive une épreuve, tout le monde te dit, mais attends, mais pourquoi toi? Et toi, dans ta tête, tu regardes le ciel, tu dis, pourquoi pas? Je sais ce que j'ai fait, non? Je sais les avérotes que je fais. C'est bizarre, ça. Ouais. Donc, cette idée-là, c'est très, très important, qu'avant de s'interroger sur le type de l'épreuve, le sens de l'épreuve, genre, qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Mais le bon Dieu, il a un seul défaut, c'est qu'il est émette. Vous me suivez ou non? Donc, il va t'envoyer exactement. Regardez ce truc-là. Ils sont généreux ici. D'accord. Donc, vous le voyez là. Ouais. Regardez ce miracle. J'adore moi la technique. C'est la technique, c'est la faute de la technique. Là, vous avez un élément. Là, vous en avez un deuxième. Regardez comment c'est beau. Regarde. Blainara. C'est incroyable, non? Le couvercle, il va avec la boîte. Je m'excuse si j'en ai choqué certains parmi vous. Ça va? Oui ou non? Oui. Ça s'appelle en français l'homogénéité. L'homogénéité.
Ouais, quand tu es un peu gêné à cause du côté homo. C'est l'homogénéité. D'accord? Mais, restez calme. Mais, personne ne réagit. Tout le monde a changé de lessive ou quoi? Alors, donc, ça s'appelle l'épreuve, et ça s'appelle toi. C'est homogène. C'est tes parents. C'est homogène. Ah non, non, j'aurais voulu les parents de ma copine parce qu'ils sont hyper cool. Non, c'est tes parents. C'est ton corps. Tu dis non, mon corps, je prends une part de pizza, je prends 6 kilos. Ma copine, elle prend 9 pizzas, elle maigrit. Elle est énervante. Elle maigrit. Ah, j'ai encore maigri. Ah, j'ai encore maigri. Tu dis, attends, moi, je mange une vapeur de yaourt, je grossis. Tu sais, je prenais le TGV, moi, à l'époque, beaucoup. Alors, je sais, quand tu fais la queue pour prendre un café, donc tu vois les patos, ils viennent pour manger. Alors, il y a le cadre, il arrive. Alors, une tourte, un sandwich truc, un croque-monsieur, un dessert baba, une glace radada. Il se ressort 28 000 calories. Et l'autre, elle arrive derrière. Un yaourt, nature. Et oh, je vais faire une folie. 2 algues déshydratées. Et il mange l'un en face de l'autre, ça c'est à côté de moi. Donc lui, il est en train de s'empiffrer, il est en train de devenir rave cellulite, d'accord? Et l'autre, elle a peur de respirer parce qu'elle sent que ça prend sur les côtés. Tu dis, mais le monde, il est mal fait, non? L'autre, il s'empiffre, il maigrit. L'autre, il mange pas. Il grossit. C'est bizarre. Dans la même chose, c'est pareil. Il y en a, ils ont des souffrances, des malheurs. Ils ont une détente. Ils sont cool, on dirait des camemberts. D'accord? Et il y en a, pour n'importe quoi, ils se prennent la tête. Ils deviennent cinglés, ils deviennent fous. Ils s'insultent, ils divorcent. Pourquoi c'est comme ça? Vous avez compris qu'il y a 2 éléments, encore une fois. Il y a l'épreuve et il y a la personne en face de l'épreuve. Or, l'épreuve elle-même, tu ne peux pas la maîtriser. Parce qu'elle fait partie d'un programme. Le bon Dieu, il a prévu qu'est-ce qu'il va t'envoyer. Je vous dis la vérité, hein, ne le prenez pas mal. C'est déjà prévu avant que tu viennes au monde. Bah oui, pourquoi? Parce que l'épreuve, en vérité, c'est un process. Le process de quoi? De la manière, de ce que tu vas devenir. Maintenant, pour que tu deviennes, il faut que tu passes par une certaine étape. Ouais, par exemple, ça, vous le voyez, d'accord? Bah, c'est des étapes. Au départ, c'est une feuille de métal. Après, elle est passée dans une presse. Poum, elle a écrasé, elle a fait ça. Toum. Après, ils ont une deuxième presse, ils ont fait ça. Après ça, ils l'ont soudé. Après ça, ils l'ont collé. Ils l'ont soudé. C'est des étapes. Et bien, à la fin, quand tu vois le produit fini, tu as bien compris que c'est pas qu'il y en a, il a fait chla et c'est devenu comme ça. Ça, c'est Harry Potter. Non. C'est passé par des étapes. Et bien, toi, tu as un produit fini. De quoi? Des étapes que tu es passé. Pour que tu puisses devenir ce que tu es censé être, il faut que tu passes par un process de fabrication. Comment il s'appelle le process de fabrication? Ça s'appelle les épreuves. C'est comme si le ministre de l'Éducation, il va dire à un professeur de maths, un génie des maths, ouais, et il dit, bah, écoutez, vous allez nous écrire le prochain programme de mathématiques, 6e terminale. D'accord? Donc le gars, il va dire, ok, donc on va dire qu'il faut que les élèves, ils ont 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, parce que c'est la phase terminale. D'accord? Donc, ils ont 7 ans, et il y a, par exemple, 7800 théorèmes à leur faire absorber, 17 matières. Pour ça, il faut qu'ils aient fait à peu près 11 500 exercices qui vont être étalés sur 7 ans, divisés par trimestre, divisés par livre, divisés par classe, par école, par niveau. Hop, ils calculent tout le programme. Maintenant, toi, tu viens, le prof, il dit, bon, nous allons faire la leçon des fonctions. Alors, il donne le cours. Après, il dit, bon, alors, voilà des applications. Après, il dit, bon, alors, vous me faites 3 exercices pour la semaine prochaine. Et dans 15 jours, on fait l'interro. Qu'est-ce que tu as fait en vérité? Tu as fait 1, acquisition de la connaissance. 2, application, exercice. 3, l'examen. C'est quoi l'examen? C'est pour vérifier le niveau de maturité que tu as atteint grâce à l'absorption de cette connaissance. Ça s'appelle le degré d'acquisition. Nous, on appelle ça le devenir. Comment tu es devenu? Ben, dans toute la vie, c'est pareil. Toi, depuis que tu es petit, on t'a dit, il ne faut pas voler. Après, on t'a appris dans la Torah, c'est écrit, il ne faut pas voler. Après, tes parents, ils t'ont dit, attention, il faut respecter la propriété privée, il ne faut pas voler. Après, tu as vu des films, tu as vu des ambiances, tu as lu des livres, il ne faut pas voler. Maintenant, tu arrives devant l'épreuve du vol. D'accord? Tu rentres à la boulangerie, et puis tu demandes à la petite vieille, la boulangère, Madame Larmia, qui a un vrai problème de vision.
Tu lui dis une demi-baguette bien cuite. Ah, dis, je vais vous en chercher une. En arrière, elle va. Et il y a la grosse boîte avec toutes les sucettes. Choups ou comment ça s'appelle? Choupa? Choupa choups. Je n'ai jamais mangé de ma vie. Donc, choupa choups, d'accord? Il y a gros paquet. Maintenant, tu sais bien qu'elle ne les compte pas. Elle est partie. T'es seul, toi et la sucette. Je la prends, je la prends pas. Sourd, gazelle. Ouais, mais une Goya. Bah, gazelle à koum, c'est pareil, c'est la même chose, il n'y a pas de différence, juif ou goy. C'est interdit de voler. Mais attends, combien elle la paye, la sucette, à la métro? 5 centimes. Je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas, je la prends. Toi, tu crois que tu es en train de lutter avec une tentation de prendre une sucette. Ouais. Mais en vérité, c'est la sucette qui est en train de s'occuper de ton niveau de perception du vol. Si tu voles la sucette, ça veut dire que depuis 16 ans ou 17 ans ou 18 ans qu'on te répète qu'il ne faut pas voler, c'est pas rentré dans ta tête. Ça va? Mais si tu voles pas, eh bien maintenant, attention, la notion de ne pas voler, elle est devenue chez toi une nature de ne pas voler. Traduction, tu es devenu. Si vous allez me dire, bon, franchement, la sucette, eh bien imagine, toi, c'est ton copain. Et depuis que t'es petit, attention les garçons, fais attention, t'es une pâtisserelle, t'es un diamant, tu dois te préserver. Ouais, il est 4h30 du matin. Et le gars, il met la main sur la jambe. Toi, tu te demandes pourquoi, il y a plein de place pour mettre la main. Pourquoi il la met là? Je ne veux pas le contredire, parce que les copains, il ne faut pas les contredire, hein, sinon, ils partent. Donc tu vas savoir si tes notions de pudeur, tes notions de respect de toi-même, tes notions d'estime de toi-même, tes notions de kedusha, elles sont acquises ou non. Tu pourras toujours dire, j'ai pas réfléchi, je me rendais pas compte, c'est venu tout seul, et puis je l'adore, de toute façon c'est mon futur mari, et puis c'est rien, c'est juste un bisou, mais t'es enceinte. Je sais pas comment ça s'est passé. C'est pas Wi-Fi. D'accord. Donc, mais il y a un moment où tu as basculé. Mais qui a basculé? Qui? Vous me suivez ou non? Toi, tu dis Chas Veshalom à toutes tes copines. Attention les gars, faites attention les filles, vous savez comment ça se passe. Hein, ouais. Attention les gars, attention les trucs. Mais toi, c'est toi qui parle comme ça, c'est toi. Ben non, Christian, Mathieu, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous dis, c'est très simple. C'est parce que tu crois que ta culture, c'est toi. Tu crois que ce que tu sais, c'est toi. Tu crois que ce que tu penses, c'est toi. Mais c'est pas encore toi. Ça ne deviendra toi-même que quand tu auras fait le travail. Que quand tu auras sublimé l'épreuve. C'est qu'en fait, l'épreuve, c'est un décapsuleur de potentiel. C'est un exercice de devenir. C'est ce que j'appelle, moi, la musculation existentielle. Je vous avais expliqué le principe des pompes ou non? Non? C'est vrai? Ça vous dit rien? Bon, je m'excuse pour ceux qui suivent tous les soirs, mais je vais le répéter. Tant pis pour vous. C'est une bande de copains, quand vous les connaissez tous, ils sont en train de frimer. On fait des pompes? Ouais, on fait des pompes. Vous savez, ils veulent tous devenir Schwarzenegger. Ouais, on fait des pompes. Ouais. 10 pompes. Ah, tu rigoles. 20. Ouais, c'est rien. 40. 50. Ah, l'autre, il se lève. 100. Toujours le même, le mec qui étudie la mythologie. Ouais. 100 pompes. Je dis, t'es fou, toi. Tu vas faire 100 pompes? Ouais, je l'ai fait. Wesh. Bon, alors, le mec, il commence à faire les pompes. Écoute bien, il en fait 10, il en fait 20, il en fait 30, il en fait 40, il en fait 50. Et là, il sent, Béhémet, il va mourir. Il a du feu qui sort des pectoraux, il a les bras qui se détachent, il a des douleurs, des tremblements bizarres qui remontent au cerveau, ça veut dire c'est la fin. Il fait presque le schéma. Mais, comme il connaît ses copains qui sont prix Nobel de chariade et qui vont le bourrer pendant au moins 5 ans, il va prendre très cher. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Et il fait 60. Et il fait 70. Et il fait 90. Et il fait 100. Et là, il tombe dans le coma. Une semaine. Wow. Il revient, Seudat Oda'a. Le mec, il était mort. Et il réfléchit. Vous l'avez jamais fait, celui-là? Ah, c'est un hidouche, mais ça vaut la peine de mourir le lendemain. Bon, alors, il réfléchit. Il dit, quand on fait des pompes, les retombées, c'est quoi? C'est la musculature. T'as compris ou non? T'as bien compris que le mec qui a des pectoraux comme ça, c'est pas qu'il a mis de compote de pommes dans son t-shirt. Ouais. Bon. Donc, la musculation, elle développe la musculature. Ok. Donc,
Et c'est au prorata. Donc, les 50 premières pompes, il dit, je les ai fait avec mon corps. Donc, ça a musclé mon corps. Mais les 50 d'après, le corps, il était mort. Mais je les ai fait quand même. Donc, comme le corps, il était mort, je ne les ai pas fait avec mon corps. Donc, je les ai fait avec quoi? Je vais peut-être baisser le niveau, les gars. Non, je rigole. C'est bien plus grave. Donc, je les ai fait avec ma volonté. Vous me suivez ou non? Je les ai fait avec ma volonté, puisque le corps, il était mort. Donc, c'est la volonté qui a continué. Maintenant, puisque, attention, les conséquences, elles sont au prorata, en proportionnalité de l'effort fourni, donc 50 pompes, ils ont musclé mon corps, 50 pompes, ils ont musclé ma volonté. Ça s'appelle la musculation existentielle. D'accord? Donc, quand tu prends sur toi de ne pas t'énerver, tu muscles la volonté de ne pas t'énerver. Ouais. Quand tu prends sur toi de supporter le caractère pourri de ton père, parce que c'est ton père, tu fais de la musculation de patience. Quand tu rends l'argent qu'on t'a prêté, ouais, alors que tu sais que pour soi c'est très dur, vu la ville marocaine d'origine d'où tu viens, ouais, mais tu le fais quand même, presque tu trahis ton patrimoine, génétique en plus, ouais, eh ben, tu le fais quand même. Mais là, qu'est-ce que t'as fait? T'as cassé quelque chose pour donner, pour devenir. Voilà. Ça s'appelle la musculation existentielle. En fait, c'est une chimie de faire que ta culture, elle devient ta réalité. Que ta culture, elle devient ta personne. Pour ça que tu Rav Dessler, il dit, bon, le gars, il s'est énervé alors que, soi-disant, il a écouté tous les cours sur la patience. Il disait, Rodlo Metsiuto. C'est pas encore sa réalité. Et c'est un passage dans la Torah, vous le dites tous les jours. Et quand vous le relirez maintenant, si Dieu veut, vous allez y penser. Quand c'est marqué, Vayadarta Ayom, Va Hashevota El Levavecha. Tu sauras aujourd'hui, donc ça c'est la partie culture, tu apprends, Va Hashevota El Levavecha, tu ramèneras dans ton cœur. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de devenir ce que tu es censé être, ouais, que d'apprendre ce que tu ne sais pas. Maintenant, la grande erreur, et je le dis, je le répète, parce qu'encore une fois, tout à l'heure, j'étais au téléphone avec quelqu'un comme ça, soi-disant le gars Kolelman, mais je lui dis, écoute-moi bien, c'est pas parce que tu sais où c'est marqué, que tu sais ce qui est marqué, que tu sais que c'est assourd, ouais, que ça veut dire que tu as atteint le problème. La preuve, c'est que dans le marassé, dans l'action, tu fais des compromis. Il me dit, bah, je sais que c'est assourd, c'est trop difficile, et ben j'arrive pas. C'est compliqué. Un mec Kolelman et tout ça, il est rentré sur un réseau social, il a rencontré une meuf là-bas, et ils se parlent, ils se truquent, ils se draguent, ils s'amusent, et presque ils en sont à faire des bêtises. Je comprends pas, le mec, comment il fait? Le matin, il va au collège, l'après-midi, il drague. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est plus fort que moi. J'arrive pas à m'arrêter. Oh, qu'est-ce que tu dis? Yetzerara, Yetzerara. Mais non, pas Yetzerara. TDC. Tête de... D'accord. Donc c'est facile. Ouais. C'est que la personne, en fait, elle croit qu'elle sait. Elle croit. Mais le projet, c'est pas de savoir. On s'en fout de savoir, c'est rien du tout. Je te dis, un goy dans la rue, en une heure, je lui explique le fondement de la croyance. Et alors? Il sait. Mais est-ce qu'il va vivre en fonction? Ah, c'est autre chose. Tout le monde sait ce qu'il faut faire avec sa femme. Oh, pourquoi il y a tellement de divorces? Parce qu'il n'est pas devenu. Au moment de l'acte, eh ben, j'ai eu les nerfs, eh ben, elle m'a poussé à bout, eh ben, c'est trop difficile, eh ben, c'est une famille de cinglés. Alors, à quoi ça te sert ta connaissance, Baba? Alors, celui qui ne sait pas et celui qui n'est pas devenu, en fin de compte, ils ont le même comportement. Donc, on a un nul ignorant et un nul qui n'est pas ignorant. Les deux sont nuls. C'est un match, en fait. Un match nul. Ouais. En Bretagne, ici, c'est très clair. C'est très clair. L'épreuve, elle a un avantage extraordinaire, c'est qu'elle te définit. Bah oui, parce que ton épreuve, elle te montre au fond qu'est-ce que tu es. C'est comme si toi, tu arrives à l'école, t'arrives, Menchetrit, tu me suis. Ah bon, ok, monsieur. Tu t'assois là. Oui, ok. C'est marrant, c'est marqué CM2. Ah bon? Moi, je crois que j'étais en première. Bon. Après, ils te sortent les livres. Alors, distribution des livres, c'est le premier jour. Hein. Distribution des livres. Tu vois, livre, CM2. Bon. Sortez vos cahiers. Alors, on va démarrer le programme de CM2. Tu dis, attendez, excusez-moi, je suis en première. Je suis pas en CM2. Ça va, c'est clair pour vous, non? C'est pas clair. Si on te fait une épreuve de CM2, c'est que tu es en CM2. Si on te fait un problème avec la cache-route, c'est que tu n'as pas réglé le problème de cache-route. Si on te fait un problème avec les yeux, chaque fois que tu tournes les yeux, il y a un décolleté, tu dis c'est pas possible, je suis poursuivi. C'est que tu as un problème avec ça, Baba. Ouais.
Si toi, tu as un problème avec la pudeur, chaque fois que tu achètes une jupe, elle monte. Tu dis, c'est un phénomène, ça. Normalement, la gravité terrestre, ça descend. Toi, les tiennes, elles montent. C'est des phénomènes. C'est, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Exposition de Jean Bonneau. Je connais pas, c'est quelle marque? D'accord. Mais c'est comme ça. Tu t'as fait l'effort, t'as cherché, t'as acheté, t'as réglé le... Je sais pas, t'as fermé les fentes? Non. Ah, mais je suis pas religieuse à ce point. Ok. Alors après, ne viens pas, le mec, il me parle, faut voir comment il me parle, il me prend pour qui? C'est comme tu veux, c'est un choix. C'est comme moi, vous m'avez vu en décolleté, moi? Non? Avec un pantalon fendu. Et une mèche comme ça, bien, comme ça. Pourquoi? Mais c'est très simple, Rabotaï, c'est très très simple. Parce que ce que j'ai à dire est plus important que ce que j'ai à montrer. Vous avez compris l'inverse? Voilà, bienvenue au club. D'accord. Donc ici, c'est pareil. L'épreuve, elle me définit. C'est que l'autre, il vient chez moi, il me propose une épreuve de bouffe, c'est que j'ai un problème avec la bouffe. C'est ça la beauté de la vie. La beauté de la vie, c'est que le bon Dieu, il t'envoie des panneaux indicateurs. Après, les gens qui sont référencés, fondateurs du site baratin.com, ils vont pas comprendre. Ils vont dire, mais attends, ça n'a rien à voir. Attends, j'étais pas seul dans la situation, mais c'est venu chez toi. Toujours, je donne l'exemple de M. Cohen. M. Cohen, c'est un très très grand vendeur, c'est un très bon commercial, et il est représentant d'une très très grosse boîte de charcuterie porcine, qui s'appelle Cochonou d'ailleurs. Ouais. Et puis il doit signer un gros contrat de communication pour une boîte aussi, qui travaille dans le Cochonou. Et il est là avec monsieur le patron, Jean-Michel Duport, un mec énorme. Il a une gueule, tu te dis, attends, il lui manque que le persil dans les oreilles. D'accord? Et non, il faut aller dans une moucherie pour voir ça, le persil dans les... C'est pas grave. On n'a pas la même culture, d'après ce que je vois. Alors, et puis Jean-Michel Duport, le patron, donc, qui doit signer un contrat à 4 millions d'euros en communication avec la société de M. Cohen, il lui dit, Monsieur Cohen, vous êtes juif? Oui, pas honte. Vous ne pouvez pas manger du cochon. Non, ni de lard, ni de cochon. Il dit, Catherine, s'il vous plaît, amenez-nous une assiette de nos spécialités. Cochonou. Il pose l'assiette, il dit, bah écoutez, monsieur Cohen, comment voulez-vous faire la promotion, le développement et la communication sur des produits que vous n'avez jamais goûtés? C'est vous le responsable de la campagne de publicité. 6 millions d'euros, je pense que vous allez prendre au moins 600 000 en com. Alors il faut goûter. Allez-y, monsieur Cohen. Le mec, il va mourir. D'abord, il a appris à l'époque, à Subdeco, qu'il ne faut jamais dire non à un patron, un client, parce que quand tu lui dis non, il bloque le chèque. D'un autre côté, c'est assuré de manger du cochon. Après, il se dit, bon, il se rappelle de la yeshiva que moins d'un kazaït, c'est pas évident. Peut-être sans bracha. Quel bracha il va faire? Yachar la Gainam, d'accord. Après, il dit, peut-être je le garde sur un côté de la bouche. Mais c'est 600 000 euros de com. 600 000 euros de com. Et l'autre, Jean-Michel Duport, intraitable, il bouge pas. On dirait une gelée. Allez-y, monsieur Cohen, goûtez. Et lui, il est en train de s'étouffer. Oui, non, oui, non, oui, non. Et puis il le regarde, il dit, écoutez, monsieur Jean-Michel, je ne vais pas manger. J'ai des convictions, j'ai des croyances, je ne vais pas manger. Je vais vous amener le spécialiste, le spécialiste de la race porcine. Je vais vous amener un porc réincarné, vraiment le cochon vivant. C'est lui qui va être le goûteur, c'est lui qui va faire des appréciations. On va faire des découvertes du patrimoine porcin, de toute la Charente-Maritime. Ouais. Mais moi, je ne vais pas goûter. Voilà. Si vous voulez signer, on signe. Si vous ne voulez pas signer, on ne signe pas. Alors il regarde Jean-Michel. Il dit, vous êtes un homme de conviction. Je vais signer avec vous. Parce que pour 600 000 euros, vous refusez d'aller contre votre croyance. Vous êtes un homme de valeur. C'était une épreuve. Maintenant, il aurait pu manger, il aurait pu dire, allez, à Kippour, je ferai teshuva. En plus, c'est pas du vrai cochon, c'est reconstitué. Et combien il y a de proportions, et puis je le mange vite, et puis je fais pas bourriner fachot. Il aurait pu y trouver. Il a dit non. Je sais qu'il y en a parmi vous qui auraient repris 2 fois. Qui auraient dit, mais t'es fou, 600 000 euros, je mets du beurre, moi, en plus, ouais. Mais lui, il n'a pas mangé.
Toute la vie, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a une épreuve. Pourquoi? Parce que c'est ton problème. Maintenant, vous allez dire, oui, mais on parle des païens, le mec, il est là avec une épreuve de cochon. Ouais. Il y avait un Rosh Yeshiva une fois. Rosh Yeshiva aux États-Unis, très religieux a priori, depuis l'âge de la naissance. Il a grandi dans une famille de Yeshiva, qui était lui-même un petit-fils de Rosh Yeshiva. Et puis évidemment, comme toutes les Yeshivotes, il avait des problèmes d'argent. Donc on lui a dit, écoute, il y a cette veuve là-bas qui est milliardaire. À Chicago, tu vas la voir, tu lui demandes pour la Yeshiva. Et lui, il arrive là-bas à 20h. Maintenant, la grande propriété coloniale. Il s'attendait qu'il y a 28 personnes là-bas qui travaillent, il y a le majordome et tout. Il sonne, qui c'est qui ouvre? La femme elle-même. Donc comme c'est elle qui a ouvert la porte, il a compris qu'elle était seule. Donc elle lui a dit, qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, écoutez, je venais pour voir pour mon institution, mais comme vous êtes seule et tout ça. Et elle, c'était un peu genre réformiste. Elle a dit, attends, ça veut dire quoi? On est une sourasse, nous, les femmes et tout. Elle lui a tendu la main. Il a dit, non, je ne serre pas la main des femmes. Quoi, vous avez peur d'attraper une maladie? Elle s'est vexée, elle a claqué la porte. Et lui, il est rentré à la yeshiva, il s'est mis à pleurer. Les élèves, ils lui ont dit, mais Rav, pourquoi vous pleurez? Il a dit, j'ai 70 ans. À l'âge de 4 ans, ma mère, elle m'a dit, on ne touche pas les femmes. Depuis l'âge de 4 ans, je n'ai pas touché une femme, à part ma mère, ma grand-mère. J'ai appris à l'école qu'il ne faut pas toucher les femmes. J'ai appris à la yeshiva. J'ai étudié le sujet dans le chasse. J'ai fait des chabourotes, j'ai fait des exposés talmudiques au kollel. En tant que Rosh Kollel, j'ai écrit un livre entier sur ce principe-là, et je l'ai enseigné pendant des années, et j'arrive maintenant, et pour un problème d'argent, le bon Dieu, il me met à l'épreuve sur ça. C'est ça mon problème. Il pleurait. Tu dis, mais attends, il a pas fauté, il n'a même pas tendu la main. Ok, mais il s'est demandé, pourquoi est-ce qu'on me propose ça? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça mon niveau. Maintenant, évidemment, vous avez compris que c'est pas Hasvé Shalom, qu'il aurait craqué, qu'il aurait fait des bêtises avec sa dame. Non. Mais déjà, d'accepter de faire un compromis à son niveau, à lui, sur un digne, de tendre la main à une femme, ouais. Pour lui, c'était trop. À son niveau, à lui. Donc, je vous parle d'un païen, je vous parle d'un Rosh Yeshiva. Et les deux, ils se reconnaissent dans l'épreuve. Vous savez, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Yosef Hatzadik. Vous l'avez connu ou non? Non? Yosef Hatzadik. Non? Non, j'ai pas fumé. Non? Yosef Hatzadik, vous savez, c'est dans la Torah. On vous raconte que Yosef, il a eu une épreuve extraordinaire. Il était beau, il était très intelligent. Il avait 17 ans. Il a été vendu par ses frères. Il arrive en Égypte. L'Égypte, à l'époque, c'était le pays de la Touma totale, la débauche à 100%. C'est-à-dire que Las Vegas, c'est un couvent à côté. Ouais. Il arrive là-bas au marché aux esclaves. Par qui il est racheté? Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Non, c'est vrai. Ouais. Il est acheté par Poutifar. Poutifar, qui avait des mœurs, qui aujourd'hui sont revenus très à la mode. Ouais. Donc, et il a acheté pour sa beauté. Rachid dit pour ses besoins personnels. Ça va? Bon, c'était pas une lumière. Déjà, il s'appelait Poutifar, donc le gars... T'as compris qu'il ne devait pas trop projeter. Ouais. Il l'achète, il l'amène chez lui à la maison. Il le nomme responsable de sa maison. Manque de peau, sa femme, à ce monsieur Poutifar, elle tombe amoureuse de Yosef. Et elle devient folle de lui. Et elle lui court après toute la journée, mais pas pour jouer au Monopoly. D'accord? Il y en a qui pensent que c'est elle c'est elle qui a créé le concept de cette radio, là, comment elle s'appelle? France N'Info. D'accord? C'est pas grave. Donc, qu'est-ce que vous êtes lourd? Personne ne rigole ou quoi ici? Non, mais vous pouvez vous lâcher, on est entre nous. Donc elle était toute la journée en train de lui courir après. La Gemara, elle dit, le Midrash, il dit, l'habit qu'elle mettait le matin, elle ne mettait pas le soir. Elle était à moitié nue, elle lui faisait des avances. Et lui, 1 an, il a tenu. Nous, 10 minutes, on aurait dit, allez, faut pas, elle va s'étouffer, la pauvre. Ouais, non, 1 an, il n'a pas touché, rien. Vous allez dire, ah, c'est Yosef Hatzadik, c'est Yosef Hatzadik. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, depuis le Passouk, le Moussar, le Zohar, la Kabbalah, la représentativité de ce qu'on appelle Yesod Yosef, c'est-à-dire la capacité de maîtriser le Yetzer Hara de débauche, c'est-à-dire ce qui se passe à peu près au niveau de l'équateur, la partie la plus chaude de la personne, ouais, c'est Yosef. C'est lui qui représente ça. C'est-à-dire que lui, il a été métaken, le Yetzer Hara de la débauche. Ça va? Ok. Eh bien moi,
Yechia Ben Chetrit, j'ai rencontré Yosef Hatzadik. Je sais ce que vous allez dire, ça y est, non, pas du tout. Un monsieur m'a raconté, je ne peux pas vous dire le commerce qu'il faisait, mais un jour, il est parti faire du commerce en Afrique. Puis il était avec son associé, puis il arrive là-bas. Et puis bon, ils sont dans un super grand hôtel, et puis ils rencontrent le gars avec qui ils doivent travailler. Eux, ils vendaient des wagons entiers de marchandises. Je ne vous dis pas quelles marchandises, pour pas que vous puissiez par erreur tomber sur le gars. Bon, aujourd'hui, il n'est plus dans ce domaine-là, mais lui, je le connais, il me raconte l'histoire. Il m'a dit, on était là-bas à l'hôtel, on finit de la négociation pour 20, 30, 40, 50 millions d'euros, c'était des gros chiffres. Et puis son associé, qui n'est pas juif, il dit au directeur là, avec qui ils ont négocié, qui était un ministre en vérité dans ce pays d'Afrique, parce que souvent là-bas le business et la politique ça va ensemble, il lui dit, au ministre, eh ben, j'espère que vous penserez au dessert. Mais lui, c'est la première fois qu'il venait. Il ne comprenait pas, il dit ok, bon, je sais pas, il lui demande le dessert, il demande au ministre de s'occuper du dessert, je sais pas, tu veux un dessert, tu commandes le dessert. Et puis ils ont tellement bu, tellement truqué, bon lui il est resté sérieux, mais l'autre il a... Ils arrivent dans la chambre, ils avaient les deux, la chambre collée, avec une porte de séparation. Donc il voit qu'il est tellement bourré, il le ramène dans sa chambre. Il ouvre la porte, il y avait 4 filles magnifiques, toutes nues, en train d'attendre le dessert. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont dit Vechen Yeratson, mais il n'y a pas ça. Ça n'arrive pas. Je vous donne un secret. Écoutez bien. Celui qu'on est sûr qu'il va fauter, on ne lui met même pas l'épreuve. Donc, c'est pas la peine de dire Blineder. D'accord? Vous avez compris ou non? Donc lui, maintenant, imagine-toi, il est là. Il voit les 4 filles, toutes nues, qui attendent. Il devient fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépose le gars. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, c'est monsieur le ministre. En fait, c'est des infirmières pour arrondir les fins de mois. Elles font ces petites prestations. Ouais. Des filles magnifiques, il m'a dit, des filles magnifiques. Il m'a dit, lui, moi je suis marié, moi même pas en rêve. Donc il leur dit, écoutez les filles, c'est foutu pour ce soir, parce que lui il est bourré et moi je suis juif pratiquant, donc je touche pas à ça. Alors ils lui disent, mais écoutez, on a été payés, nous on est obligés. Il dit, non, c'est pas grave, vous rentrez chez vous. Elle dit, non, mais il n'y a plus d'autobus pour rentrer à l'école d'infirmière qui est en dehors de la ville. Il dit, c'est pas grave, vous restez à l'hôtel. Alors il appelle la réception, il leur dit, voilà, vous prenez une chambre. Elle dit, on n'a plus de chambre. Alors on dit, qu'est-ce que vous faites? Vous avez qu'à dormir dans sa chambre à lui, de toute façon il dort. Et moi je vais dans ma chambre. Et le gars il va pour dormir, il dort. À 1h du matin, on tape à la porte. Je ne sais pas si vous avez vu le film Boar al-Sara. On ne l'avait pas vu? Boar al-Sara. Il ne comprend pas, il croit qu'il y a le feu dans l'hôtel, il ouvre la porte et il y avait le feu. Il y en a une des 4, c'est une tenue qui s'appelle Servez-vous. Elle lui dit, écoutez, moi, j'ai mauvaise conscience, j'ai été payé, alors on fait ce qu'il y a à faire, parce que je suis une fille honnête, j'ai pris de l'argent, il faut qu'on le fasse. Qu'est-ce qu'un homme, il va dire? C'est vrai, il faut... C'est malhonnête, t'es payé à rien faire? Ouais, on dirait toi à ton boulot, d'accord? Eh bien, le gars, il a dit non. Mais l'autre, elle a insisté, lourdement. Ouais, il a dit non. Il l'a renvoyé dans la chambre, il a fermé la clé. Mais la vérité, les palpitations, chez vous, les papillons, chez vous, c'est difficile. Il l'a fait. Ça, c'est le premier Yosef Hatzadik que j'ai rencontré. J'ai rencontré un autre. Un gars, il me raconte, il devait aller faire un business à New York, et puis il ne savait pas où dormir. Il fait un truc sur un site de je ne sais pas quoi, d'accueil, de famille juive, et il trouve une famille, Erlinger, je ne sais pas quoi, un nom, Ashkenaz. On est prêt à vous recevoir et tout. Le gars, il arrive et tout, et puis il arrive à 20h, il ouvre la porte, qui trouve son ex. Son ex, à lui, avec qui il a vécu en France, ils se sont quittés, à l'époque étudiant. Elle s'est mariée avec un Américain, mais il ne savait même plus. Elle est là. Ah, c'est toi, oui, c'est moi, c'est toi. Et à l'époque, ils ne jouaient pas au Monopoly. Ça veut dire, ils avaient été vraiment au fond du problème. Ouais. Et pareil, 4h du matin, l'autre, elle tape à la porte. Moi, je t'aime toujours, j'ai des sentiments. De toute façon, mon mari ne comprend rien, il dort comme un puits. On y va. Et lui, c'est son ex. Il connaît la route. Ouais. Il a dit, je ne le fais pas. J'aime ma femme. Mais personne ne le saura. Jamais. Il est 4h du matin. Ça veut dire que le gars, à l'époque, je ne sais pas, c'était en 2000, 2002, il a fait l'épreuve de Yosef Hatzadik. Je sais ce que vous allez dire.
Bon, c'est un peu difficile, je reste sceptique. C'est pour ça qu'on prend des antiseptiques. Tu dis, ouais, mais ça arrive une fois tous les 100 ans. Ben oui, c'est normal, parce que les 3 quarts, ils auraient craqué. Et je vous ai déjà dit que quelqu'un qu'on sait qui va craquer, on ne lui propose pas l'épreuve. Ça sert à rien. Vous me suivez ou non? Ça sert à rien. C'est comme si tu dis, bon, si je pose 3 téléphones, elle tient la Teva? Oui. Et si je pose un 2000 kilos, ben elle casse. Donc j'ai pas besoin de vérifier. Oh, peut-être pas, hein, peut-être ça peut tenir. Bon, allez, 6 tonnes, ça va tenir? Non, ça tiendra pas. Donc, alors, donc une épreuve de 6 tonnes, on l'envoie pas à quelqu'un qui pèse 25 kilos, parce que c'est sûr qu'il va craquer. Donc vous avez compris que l'épreuve, elle te définit. La nature de l'épreuve, elle te définit. La temporalité de l'épreuve, elle te définit. Tu as une épreuve sur Shabbat, tu as une épreuve sur la cache-route, tu as une épreuve intellectuelle, tu as une épreuve émotionnelle, tu as une épreuve contradictoire. Ouais, n'importe quel type d'épreuve. Mais encore une fois, rappelez-vous que dans cette boîte, on ne pourra jamais mettre plus que le contenant. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui ont fait de la physique ici. Est-ce qu'on pourrait mettre plus que le contenant? Non? J'espère que vous ne faites pas l'effort de réfléchir quand même. C'est pas grave. Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le contenant et le contenu, ils sont les mêmes. Donc ça veut dire que le contenant, c'est toi. Le contenu, c'est ton épreuve. Ton épreuve, elle te ressemble. Mais pile. D'accord? C'est pour ça que je vous avais dit à l'époque, le menteur, il va rencontrer une menteuse. Ou alors une fille qui ment jamais. Il va devenir fou puisqu'il veut mentir, il ne peut pas. Ouais, le mec qui a l'habitude de regarder un peu partout, il va tomber sur une femme jalouse de mort. Il devient cinglé. Ouais. Vous comprenez cette logique ou non? Le gars qui a un petit yetzirara d'embrouiller dans le business, il va tomber que sur des gens qui vont lui proposer des embrouilles. Mais je comprends pas, il n'y a pas un business caché. À chaque fois qu'il y a un mec qui vient, c'est pour une embrouille. Parce que t'es un embrouilleur. Ouais, ce qui se ressemble, ça semble. Le vide attire le vide. Donc déjà, il faut avoir l'honnêteté d'accepter que l'épreuve, elle me ressemble. Quand je suis dans ce niveau-là, ça s'appelle la connaissance de soi, ça s'appelle la maîtrise de soi. Je peux arriver à un niveau d'assumer l'épreuve et je peux arriver à un niveau de surmonter l'épreuve. Maintenant, comment je le sais que j'ai surmonté l'épreuve? C'est très simple. Tu sais pourquoi? Parce que tu te sens plus fort, tu te sens plus logique, tu te sens plus mature. Comme ça, c'est marqué. Dans le Rav Yerucham Halevi, il dit Vaya'asku ba'evel vayahavlu. Ils se sont occupés de choses vaines et ils sont devenus vains. J'ai oublié de le brancher celui-là. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu t'occupes des choses, des bêtises, quand tu t'occupes des superficialités, quand tu t'occupes des lourdeurs, ouais, quand tu te demandes, quand tu t'angoisses parce qu'il pleut, bah il pleut mais un imperméable. Ouais, quand tu te demandes est-ce que Brad Pitt il va rester finalement avec Angelina, c'est ça ton souci, d'accord? Quand tu cherches un influenceur, tu te demandes Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yosef Karo, le Harizal, non, tu as choisi Nabila, bon, d'accord? Donc, imagine, c'est une des seules qui n'a pas de cerveau quand même, ouais. Il paraît qu'elle a donné son cerveau pour perdre 100 grammes. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est simple. C'est que quand la personne, elle est dans la superficialité, elle devient superficielle. Donc, elle a une lecture superficielle. Donc, elle a des épreuves superficielles. Donc, elle a des réponses superficielles. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, la personne superficielle, avec les problèmes essentiels? Vous me suivez ou non? C'est comme si, quelqu'un il a un cancer, il met de la crème Nivea. Mais il faut faire de la chimio, là. Ah non, mais c'est douloureux, puis je vais perdre les cheveux. Alors, je mets de la crème Nivea. Que Dieu fasse. C'est pas de la Nivea que tu prends, toi. C'est de la Nia. C'est autre chose. Ouais, c'est la vie qui va partir au milieu. Une personne, elle comprend que l'épreuve, elle te définit, et toi, maintenant, tu vas l'assumer selon la personne que tu es. Par contre, celui qui cherche l'essentialité, qui cherche la vie, qui cherche à assumer, comment il sait qu'il a assumé? Parce qu'il se sent plus lourd, il se sent plus solide, il se sent plus fort. C'est que quand tu as assumé quelque chose, la maturité, elle rentre en toi. Il dit, le Rav Yerucham, Margish Kvedout, il sent un poids, il se sent lourd, ouais, mais lourd dans le positif, pas dans le négatif. Comme quelqu'un, quand tu dis à quelqu'un, tu connais David? Ouais, il est sympa. Quel âge il a? 25 ans. Oh, bah c'est bien. Ah, bah il pourrait tenir le magasin. Non.
Non, non, il peut ranger les cartons, il peut scotcher les trucs, mais pour le magasin, la compta, les marges et tout, il est un peu léger. Ah, tu dis, ah, il est léger, ça veut dire quoi? C'est un poids plume? Non, il est léger, il est un peu léger du cerveau. Ah. Et l'autre, tu le connais lui? Ah ouais, lui, oh non, lui. Oh là là, lui, c'est du lourd. Ah ouais, ouais, 3500 appartements en moyenne, il négocie par semaine, c'est du lourd en immobilier. Ah, celui-là, il opère 8 heures par jour le cerveau, spécialisé dans certains types de tumeurs. Oh, en chirurgie, c'est du lourd. Mais tu crois qu'il est blata, le mec? Donc le lourd, tu as compris ce que ça veut dire. Le cal, tu as compris ce que ça veut dire. Donc quand tu dis Vaya Asku, Baevel, Vaya Avlou, ils se sont occupés de choses vaines. C'est pour ça que la société, elle vous envoie une masse d'informations de lourdeur. Parce que vous êtes tellement préoccupés à des bêtises que vous n'avez pas le temps de vous occuper de l'essentiel. On est submergé de bêtises, mais de lourdeur. Ils appellent le people, ils appellent l'ambiance, ils appellent l'insta, le data, le khlata, le plata. Mais si tu fais la somme globale de tous les QI qui ont été utilisés pour fabriquer ces informations, il y en a deux, le QI. Tu dis, ouais, mais c'est intéressant, c'est sympathique. En fait, tu tournes une phrase, encore un truc, encore un truc. C'est incroyable, c'est l'art de devenir CON. C'est fort. Tu dis, mais viens, on s'assoit 2 minutes. Allez, même sur une phrase de Platon. Non, franchement, c'est un peu plat pour moi. Bon, alors, tu sais quoi? Un Pirkei Avot, qui résume à peu près tout ce qui est vrai chez Freud en une phrase. Non, j'ai pas le temps. Bon, va en thérapie, qu'est-ce que je te dis? Ou en pathologie, c'est comme tu veux. Donc, c'est quoi l'idée? C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses intéressantes, et toi, tu te prends la tête pour les lourdeurs. Et tu t'intéresses aux lourdeurs, et ça définit la lourdeur. Mais c'est pas grave d'être nul. Il faut bien à qui on va vendre au détail. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu vas arriver devant la réalité, c'est un nul qui va être devant la réalité. Or, comme il y a l'effet du cheval, vous vous rappelez? Donc, quand le nul il arrive devant l'épreuve, elle devient un immeuble. Oh, c'est pas pareil. Oh, c'est comme tu es à Manhattan. Ouais, faites ça à Manhattan. Vous mettez devant l'immeuble. Puis c'est pas possible. Tu vois pas le bout. Des fois, les nuages, ils sont dedans. L'immeuble, il est dans les nuages. C'est haut. Ouais. D'un autre côté, tu prends un hélicoptère, tu te mets à 2 bornes, tu te dis, bon, bah ça va. Ça va. Tu dis, bah. Pourquoi celui à 2 bornes, il voit l'immeuble à sa vraie taille, et celui qui est devant, il le voit disproportionné? Regardez, si vous parlez français. Pourquoi? Parce qu'il a pris du recul. C'est quoi le recul? Le recul, c'est la maturité. Moi, je vous donne un test. Hein. Encore une fois, moi, je n'ai pas fait d'études de psychologie, donc j'ai grandi sur le tas, et je peux vous dire que le tas, il est haut. D'accord? Mais quand quelqu'un il a eu un problème, je vois quelqu'un, il a une angoisse. Alors, je pose une question, je dis, bon, vous voulez en parler? Alors, si la personne, elle fait, j'ai compris qu'elle est encore dedans, bien que ça s'est passé quand elle avait 8 ans, mais maintenant, elle a 28. Je ne sais pas si tu vois, ça veut dire il y a 20 ans, elle est encore dedans. Si elle dit, écoutez Rav, je vais en parler parce que j'ai eu la chance de faire une thérapie, mais bon, je veux pas, ça va me retourner le truc, je préfère ne pas en parler. 3e niveau, la personne elle dit, oui, j'en parle, voilà, ça s'est passé comme ça et comme ça, et puis bon, grâce à Dieu, bah, ça va mieux, je me suis marié, je suis passé à autre chose. Et 4e niveau, j'ai fait une thérapie, j'ai traité la chose, je me suis confronté à la personne, je l'ai mis en situation. Je lui ai dit, voilà ce que tu m'as fait, tu vas payer pour ce que tu m'as fait, sans m'énerver. Je lui ai dit, tu es un malade mental, tu es un pathologique, parce que de toucher sa petite fille, a priori, c'est pas un truc cachère. Ouais. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc maintenant, plus tu vois que la personne, elle arrive à en parler, plus ça prouve qu'elle a du recul par rapport à ça, plus ça prouve qu'elle a un niveau de maturité proportionnel au fait qu'elle a pris une distance avec. Ça va? Donc si je te mets une baffe, ça te brûle, ça te fait mal. Tu dis, mais j'ai mal. Bon, je sais, il y en a qui tendent l'autre joue, mais c'est pas notre tasse de thé. Ouais. Je dis, c'est normal, c'est humain, t'as mal. Je te mets une baffe, t'as mal, ça brûle, c'est normal. Mais si 22 ans après t'as mal, c'est que t'as participé activement à entretenir la douleur. Il y a des gens, ils ont 55 ans, ils sont encore traumatisés du stress de l'école. Ah, moi, je supportais pas, moi. Les interros, quand ils rendaient les feuilles, d'ailleurs, ils disent à leurs enfants, de toute façon, l'école, ils sont méchants et puis ils veulent te mettre mal. C'est-à-dire que t'as pas le recul encore. 55 ans, t'as pas le recul encore. Donc, tu es encore dans ton traumatisme. C'est-à-dire que l'épreuve de l'école, tu n'as pas atteint la maturité qui aurait dû être donnée par l'école.
Alors la violence de ton père, n'en parlons pas. Comment tu vas faire? Vous me suivez ou non? Et si tu as vu les engueulades de tes parents, toi aussi tu vas reproduire. Parce que tu n'as pas encore le recul. Donc ça veut dire que non seulement l'épreuve, elle n'a pas été assumée, mais le résultat de l'épreuve, qui aurait dû être le niveau de maturité que tu as grâce à l'épreuve, tu ne l'as pas atteint non plus. C'est pour ça que l'Agmara, elle dit que les enfants, ils payent pour les avérotes des parents. Alors les gens, ils disent, mais je ne comprends pas, où est la justice? Le gosse, il n'a rien fait. Oui. Non, l'Agmara, elle dit non. Dans la logique où quelqu'un, il fait des fautes, et que les fautes, elles rentrent dans sa nature profonde. La nature profonde, elle s'inscrit dans sa nature. Sa nature, elle s'inscrit dans sa semence. Sa semence, elle passe dans l'enfant. Mais alors, si vous êtes d'accord qu'il y a un patrimoine génétique, physique, genre t'as les hanches de ta grand-mère, t'as le nez de ton beau-père, de ton grand-père, ouais. Il y a aussi un patrimoine génétique, psychologique. Ça va, oui, non? Tu dis, mais alors, lui, il est têtu comme son grand-mère. Mais alors, c'est le même, ouais. Mais il y a aussi un patrimoine génétique, spirituel. Bah oui, oui. Moi, par exemple, j'essaie de faire quelques mitzvot depuis 60 ans. Je n'ai aucun doute que tout le mérite que j'ai de faire ce que je fais, et j'en fais pas mal, c'est les sacrifices que mes parents et mes grands-parents, ils ont fait pour la Torah et les mitzvot. J'ai même pas de doute. Tu dis, mais toi et moi, mais c'est facile. Je ne sais pas si vous avez essayé déjà de prendre le métro, ça vous arrive ou non? Tu prends le métro, tu t'assois dans le train, 4 minutes, hop, une station. 4 minutes, une station. Vous avez vu avec quelle facilité tu te déplaces? D'accord? Mais pense aux mecs à creuser le tunnel. En 1800 là-bas. Ils ont creusé les tunnels, les mecs. Ils étaient là au marteau-piqueur. Il y en a qui sont morts. C'est tombé sur leur tête. Ils ont creusé, ils ont isolé. Après, ils ont étanchéisé. Après, ils ont mis le carrelage. Donc, tes parents et tes grands-parents, ils ont creusé le tunnel. Et toi, tu prends le métro et tu frimes avec ça. Tu dis, ouais, j'ai fait tes choux. Mais qu'est-ce que t'as fait, papa? C'est facile. Comprenez ou non? Eux, pour manger cachère, pour faire Shabbat, eh ben, il fallait qu'ils fassent les marchés. Parce que sinon, ils étaient obligés de transgresser Shabbat. Eux, pour aller au mikvé, ils étaient obligés d'aller à l'oued. Là-bas, il n'y avait pas. Il fallait y aller, fallait se tremper la nuit, il n'y avait rien. Toi, tu as un mikvé super clean, super beau, super propre, tout nickel. Tu dis non, j'y vais pas, j'ai peur d'attraper une mycose. Mais tu es une mycose toi-même. Comment tu vas attraper une mycose? Est-ce qu'une mycose, elle a une mycose? Et pourquoi mycose? C'est normal. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que la personne, elle va utiliser l'épreuve pour se renforcer. C'est-à-dire qu'en vérité, l'épreuve, c'est une opportunité de devenir plus grand. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils fuient les épreuves. Ah, chas v'shalom, simsilenu, Dieu préserve. T'as raison, les épreuves que tu crées toi-même, non, ça, il faut pas. Toi, tu te jettes du train, toi, tu rentres dans la situation, comme l'autre avec le fou, avec les réseaux sociaux. Mais pourquoi t'es rentré dedans? Ouais, mais maintenant, je suis rentré, ouais, comme une autre. Hier, j'ai fait un cours dans une école. Elle a fait, elle me dit, mais Rav, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je suis amoureuse. Mais t'es pas mariable, t'as 18 ans, t'es en terminale. Tu pourras pas te marier avant 3 ans. Oui, mais qu'est-ce que je fais? Je suis amoureuse. Bah quoi, c'est une maladie, ça j'ai pas compris. C'est le sida? C'est quoi ce truc-là? Je dis, vous reportez, vous avancez, vous truquez. Oui, mais je suis amoureuse. Je dis, vous êtes enceinte? Elle me dit, non, je suis pas enceinte, Razvé Shalom. Je dis, bah, si t'es pas enceinte, eh ben, t'es rentré trop tôt. T'as mis la viande à cuire tout de suite, t'as mis les steaks sur la poêle, mais les invités viennent dans 2 heures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enlève le steak. Ouais, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Peut-être Mina Shamaïm. Je l'ai rencontré, Mina Shamaïm. Et Mina Satanim, t'as pensé à celui-là? Parce que ta classe de terminale, tu la passes à penser au mec, donc tu t'investis pas. Ton année de séminaire, tu penses au mec, tu rates ton séminaire. Et après, quand tu vas pour dire, bon ma chérie, voilà, j'ai fait l'aliyah pour toi et tout, le mec il dit, non, finalement à l'armée, j'ai rencontré une fille. Toi, tu vas écrire le scénario de Halom Tov, Halom Shalom, qui est suivi du 2e épisode qui s'appelle Chas v'Shalom. Et ensuite, avec la fin de la saga, qui s'appelle Laorekom, loalenu.com. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce que tu n'as pas réfléchi. Parce que tu n'as pas compris que ce n'était pas le bon moment. Parce que tu n'as pas pris de recul par rapport à la situation. Pourquoi? Parce que je suis amoureuse. Ah, qu'est-ce que je vais faire, Rav? Je suis amoureuse. T'es amoureuse, et alors? Comprenez ce que je veux dire ou non? Oui, mais il était là pour me soutenir. Alors quoi, tu crois? Tu te rends compte si j'avais épousé toutes les filles que j'ai soutenues, moi? J'aurais le plus grand harem de Paris. Ouais. D'accord, mais après, il me dit que si je le quitte, il va se détruire. Mère Teresa. Ça y est, il est là pour sauver le monde. Je vais vous raconter. Une fois, une femme, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit, Rabbi Chétrit, j'ai une question. Je suis marié avec un monsieur que j'ai jamais aimé. Parce qu'à l'époque, je finissais mon diplôme.
j'étais une femme très belle, je finissais mon diplôme, et un gars, il est venu travailler dans la même société que moi. Il m'a dit, voilà, si tu m'épouses pas, je me tue. Et la fille, elle avait une conscience tellement élevée, elle a dit, ok. Au bout de 3 jours, elle a dit, ok, je me marie. Elle s'est mariée, elle n'a jamais aimé. Elle a eu 3 enfants. D'accord? Lui, il est devenu alcoolique, parce qu'ils n'avaient pas du tout le même niveau. En plus, il ne se sentait pas aimé, c'était mortel pour lui. Ils ont eu 3 enfants. Un, il est parti. La fille, elle est partie avec un goy. Son fils, il est mort d'un accident de la route. Le 3e, il est devenu rave. Des enfants qui ne sont pas nés d'amour, c'est très dur. Qu'est-ce qu'elle me pose comme question? Elle me dit, est-ce qu'à l'époque, j'aurais pu refuser de me marier avec lui, en prenant le risque qu'il se suicide? Je dis, mais madame, parce que n'importe quel fou, il vient, il vous voit, il vous dit, écoute, si tu ne m'épouses pas, je te fais un chantage. Eh bien, son épreuve à elle, c'était la nia. Je lui dis, mais qui crève, qui s'étouffe? Mais poussez-le dans l'escalier, comme ça on gagne du temps. Elle me dit, ah bon, j'aurais pas dû l'épouser? Non. Elle me dit, mais je me suis sacrifié pour lui. Mais ça servait à rien. Parce que lui, il est pris par son Satan, et toi, tu le suis à lui qui est dans le Satan. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. C'est comme si le pilote à côté de toi, il dit, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Et toi, tu dis, bah, si tu veux mourir, moi, je vais mourir. Les 180 mecs dans l'avion, ils vont mourir. On va tous mourir puisque tu as décidé de mourir. Moi, un mec comme ça, je prends un tournevis, je lui mets dans l'oreille. Je fais, tu m'entends bien, là? Ça veut dire quoi, ça? Bon, c'est une façon de parler. J'aurais fait beaucoup plus grave, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire que t'as une épreuve, ok, tu l'as rencontrée, ok, t'es amoureuse, ok. Eh ben, ton cerveau, il sert à quelque chose, non? Les portes de saloon, ça marche dans les deux sens, c'est pour rentrer et pour sortir. Ah, tu dis non, je peux plus. Je suis proche de lui, j'ai des sentiments. Excusez-moi, ne vous vexez pas, ouais. Mais à 17 ans, ce que tu appelles de l'amour, c'est de la camaraderie. C'est un besoin d'intention. C'est parce que ça te fait plaisir que quelqu'un il s'occupe de toi. Parce qu'il te fait des compliments. En fait, c'est une forme de masturbation mentale. Mais c'est pas de l'amour. L'amour, c'est une rencontre de maturité. De quoi tu parles, toi? Je comprends pas, t'es en train de suivre les actualités de Nabila, et d'un seul coup, tu parles de mariage. Je lui dis, vous vous rendez compte que dans un an, vous pouvez être maman? Elle me dit, oh, un an? J'ai comment un an? Mais votre fils, en naissant, il sera plus vieux que vous. C'est très rare. Ouais. Elle me dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dis, mais c'est quoi la question? C'est une épreuve, hop, tu sors grandi, c'est bien. Vous me suivez ou non? Et toute la vie, c'est comme ça. Ou non, t'es pris par le truc, et ben, qu'est-ce que tu fasses? Et ben, là, je suis amoureuse, et puis là, c'est une tentation, et puis là, c'était trop difficile, on était le seul, les parents n'étaient pas là, et puis de toute façon, on m'avait promis qu'on allait se marier, et puis là, c'était de l'argent facile, l'argent, il était posé ici, et puis là-bas, il m'a dit juste de prendre le petit paquet de 500 grammes, je l'emmène à Marseille. Mais un mec, il te file 500 € pour emmener un paquet de 500 grammes à Marseille, et tu te doutes de rien? La vérité, je ne m'attendais pas du tout, je sais pas pourquoi, je les entendais tous parler, ils disaient, oh, la mule. Mais... Moi, je connais un gars comme ça. Ils lui ont demandé d'emmener 3 kilos. Ouais, 3 kilos. Ils lui ont donné, je sais pas, 5 ou 6 000 €. Ils lui ont donné 3 kilos. Et ils ont envoyé un autre gars avec 30 kilos. Et ils ont dénoncé celui de 3. Donc les flics, ils l'ont attrapé celui de 3. Et celui de 30, il est passé. Le mec, il a fait 5 ans de prison au Brésil. 5 ans de prison pour 5 000 €. Mais il était sûr qu'il était en train de faire une affaire, le mec. Tu te rends compte, tu prends 3 kilos, tu prends 5 000. Ça... Mais c'est ton épreuve. Réfléchis, c'est ton épreuve. Donc quand tu vois l'épreuve arriver devant toi, tu raisonnes. Tu dis, est-ce que c'est un piège à un PAC? Est-ce que c'est une occasion de grandir? Est-ce que c'est Mina Shamaïm? Est-ce que c'est Mina Satanim? Après, qui est la personne qui se présente, moi? Est-ce que moi je suis construit? Est-ce que je suis entière? Est-ce que moi j'ai confiance en moi? Est-ce que moi je suis bourré de culpabilité? Est-ce que moi j'ai une estime de moi? Rappelez-vous les filles, qu'il ne faut jamais faire ses courses quand on a faim. Tu vas acheter tout le magasin. Vous me suivez ou non? Donc si tu penses que tu es nul, c'est dangereux, tu peux épouser n'importe qui. Donc il faut d'abord faire un petit stage accéléré de valorisation personnelle, ce qui fait qu'après quand l'autre se présente, tu dis écoute, qu'est-ce que tu proposes? Alors que toi tu dis attends, il m'a regardé, eh ben c'est bien, t'as une preuve qu'il n'est pas aveugle. Eh ben, en plus, comme il t'a regardé dans les yeux, t'as tout de suite compris qu'il est son centre d'intérêt, d'accord? Mais ils sont bizarres les gens. Mais Rabbi Jetrit, il m'a regardé, et alors? Moi j'ai dit Kat Shalom Bayit, mais pourquoi vous l'avez épousé? Ben il est à côté, mais le poteau aussi. Ben c'était mon poteau. Ah oui, d'accord. Compliqué. T'as compris l'idée ou non? Alors venez, on relit la Gemara, et après je vous laisse tranquille. Parce que là je sens qu'il y en a qui prient pour que je m'étouffe.
Personne n'a dit non, hein, c'est choquant. Donc, regardez ce qu'elle dit la Gemara. Maaseh be'Hillel Hazaken. Il y a une histoire avec Hillel. Il est arrivé près de la ville où il habitait, il a entendu Zvacha, il a entendu un cri dans la ville. Écoutez bien. Amar, il a dit Muftar ani she'en ze betor beti. Je suis sûr que ça n'est pas dans ma maison. Pourquoi? Il dit le pasouk il a été dit sur lui. Mishmoar ha'al ira. D'une mauvaise nouvelle, il ne craindra pas. Nachon libo batuar b'Hashem. Nachon, ça veut dire correct. Mais ça vient aussi de mechouvan. Mechouvan, c'est kavana. C'est-à-dire que quand toi, tu es avec Hachem, tu es dans ta croyance, tu es clair dans ta tête, tu es bien dans ta peau, tu es bien avec ta neshama, tu n'as pas peur. Tu es cool. Mais si toi, tu es plein d'angoisse, tu es plein de culpabilité, ouais, c'est comme si tu as fait une grosse bêtise. D'accord? Ton père, il rentre à la maison, il s'approche, tu fais comme ça. Et tu dis à ton père, non, papa, ne fouille pas dans mon sac. Non, non, non. Pourquoi tu as mis un code sur ton portable? J'ai mon jardin personnel. Pourquoi tu as un pantalon dans ton sac alors que tu pars en jupe? Pour pas attraper froid. T'es pas un peu hypocrite? Ça m'arrive. Mais périodiquement. D'accord? Donc l'idée, c'est simple. C'est que la personne qui est construite, qui est claire, qui est forte, donc elle est bien avec elle-même, elle est bien avec Hachem qui est avec elle-même, en elle-même, elle est bien avec sa réalité. Ça s'appelle Nachon Libo. Son lève, son intériorité, Batoir Bachem. Il est clair. Ouais. Alors après, la Gemara l'a dit, donc, Amar Rava, ce pasouk-là, tu peux le lire dans les deux sens. Celui qui est, alors, une mauvaise nouvelle, il ne craindra pas. Pourquoi? Parce qu'il est, il est confiant en Dieu. Et celui qui est confiant en Dieu, il n'entendra pas des mauvaises nouvelles. Donc on l'a dit maintenant, vous avez compris, on peut le lire dans les deux sens. Alors regarde ce qu'il dit. Est-ce qu'il est celui-là? Ça veut dire que celui qui n'a pas confiance en Hachem, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a fait des bêtises et il sait qu'il mérite la télécha. En fait, le mauvais événement qui va lui arriver, il a germé dans sa culpabilité. Vous me suivez ou non? C'est toi qui génères ça. Donc, les goïms, ils appellent ça le positivisme. D'accord? Genre, tu as peur de rater l'examen, tu rates l'examen. Tu as peur qu'il arrive un accident, il t'arrive l'accident. Pourquoi? Parce que, tu vois, tu dégages une énergie. L'énergie positive, elle amène du positif. L'énergie négative, elle amène du négatif. Ou comme les gens ils disent, ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas. Tu vois, je t'avais dit que ça marcherait pas. Voilà. Je t'avais dit que ça marcherait pas. Mais pourquoi? Parce que Bederer, Sherot, Seleler, Molichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Et si Béhémet, tu veux que ça marche pas pas. Écoutez bien ça. Un jour, moi j'avais des élèves, plusieurs fois ça m'est arrivé, avec des parents très très négatifs, très néfastes, très nocifs. Bon, c'est pas votre cas, au Hachem, vous avez tous des parents extraordinaires. Et puis il y a des élèves des fois qui étaient nazes, qui étaient cassés, qui étaient pas bien, qui étaient castrés mentalement. Et moi je leur donne un programme, comme souvent, j'ai donné des milliers de programmes sur la confiance en soi, sur le respect de soi. Et les gens ils travaillent. Et puis la personne elle a évolué, elle a repris ses études, elle a fait un régime, elle s'est trouvée belle. Et puis un jour le père il m'appelle. Il me dit, bon, Rav, je voulais vous remercier, tout ça, mais vous remerciez de quoi? Je dis, je me suis battu, pourquoi? Pour vous. C'était votre travail à vous, c'est moi qui ai fait le père, alors que vous avez fait les impairs. Écoutez, j'ai posé une question. J'ai dit, juste pour ma connaissance personnelle, pour ma curiosité zoologique. Écoutez bien, la question que j'ai posée. Ouais. Je l'ai dit, quelque part, quand votre fils ou votre fille, elle allait mieux, au fond, vous avez été déçu. Au fond. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que la personne, elle était tellement convaincue, mais en deux mots, que le fils, il allait se planter, ou que la fille allait se planter, qu'en réussissant, elle a déçu. Parce qu'il voulait arriver à dire, ah, t'as vu, tu m'avais pas écouté, voilà, tu t'es planté. Ben, manque de peau, il n'a pas écouté, il a réussi. Vous me suivez ou... Voilà. C'est une expression en Suisse, ça s'appelle déçu en bien. Oh ben j'étais déçu en bien. Nous on dit choqué par les résultats, ouais, stupéfait du résultat. Eux ils disent déçu en bien. C'est suisse, ça, ils n'ont rien inventé à part le petit suisse. D'accord. Donc vous avez compris ou non? C'est intéressant. Donc c'est exactement pareil. Qu'en vérité tu réfléchis, que toi tu projettes ta négation, ou le contraire tu projettes du positif. Maintenant, comment on appelle la projection du positif dans la réalité?
Eh bien, on appelle ça l'esprit positif, la simcha, d'accord. Mais comment on appelle projeter le positif au-delà de la réalité, dans l'avenir, dans l'inconnu? Comment on appelle projeter le positif dans l'avenir? Comment on l'appelle? Hein? Optimiste. La Emouna. La Emouna, c'est la capacité d'investir dans une chose qui ne se voit pas. Maintenant, de vous à moi, où elle s'arrête la réalité? À la seconde. Donc tout le reste, c'est de l'inconnu. Toute la partie que tu maîtrises, tu dois le faire. Travaille tes examens, travaille tes midocs, réfléchis bien, regarde le garçon comment il est, regarde sa famille, regarde ses parents, regarde, c'est normal. Ça, c'est ce que tu peux faire. Pour ce que tu ne peux pas faire, quel sujet va tomber à l'examen? Tu ne peux pas faire Emouna. Comment ils vont être les enfants? Emouna. Comment ça va se passer plus tard dans ton couple? Emouna. Mais toi, ta part à toi, tu l'as fait. Donc la manière de gérer l'épreuve, c'est très simple. Pour la part visible, tu l'assumes et tu l'incombes et tu t'épanouis. Pour la partie invisible, tu développes la Emouna. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font l'inverse. Sur ce qui les concerne, qui est entre leurs mains, ils font la Emouna. Travaillez à l'examen, Dieu est grand. Non mais là, t'as tout, t'as les cahiers, t'as les trucs. C'est pas évident, c'est difficile, j'ai une espèce d'arthrose des doigts. Ça s'appelle l'iPhone Apple arthrose, ça s'appelle. Ça, c'est les mains, ils restent bloqués comme ça. Tu dis, mais tu peux faire autre chose que regarder ton portable? La vérité, j'arrive pas. Il peut rester 19 heures à faire, je sais pas comment ils appellent ça là. Comment ça s'appelle en français? Hein? Swipe. Swiper. Swiper. Faut que j'apprenne les nouveaux langages parce que je suis dans 61. Pour vous, c'est le Moyen-Âge. Ouais. Mais quand tu lui dis, bon, écoute, refais 3 exercices de maths, il va mourir. Non, enlève-moi un bras, mais ça, c'est trop. Ouais. C'est-à-dire, il n'a pas appris la culture de l'effort. Donc, sur la partie qui t'incombe, tu te déchires. Et sur la partie que tu ne maîtrises pas, lâcher prise. Tu lèves la main. Ouais. Shabbat, on ne travaille pas. Shabbat, on ne travaille pas. C'est un exercice de lâcher prise. Tu dis, ouais, mais si je peux faire encore 2 heures, je peux faire encore 3 heures, je peux faire des fiches, tu peux faire des fiches. Eh bien oui, tu vas faire des fiches. Il n'y a pas de bracha dans le Shabbat. Tu as fait des fiches de folie. Grâce à Dieu, c'est magnifique. Et bien, tu es tombé sur un autre sujet. Voilà. Et voilà. Et le bon Dieu, il fait hack. Voilà. Ouais, alors que le contraire, l'autre, il a bien fait attention, il a fait ce qu'il pouvait, il a fait ce qu'il truquait, il est tombé juste sur le sujet qu'il connaissait bien. Ou pire encore, il tombait carrément. Moi, des neveux à moi, il m'a dit, tonton, j'arrive au bac, à la non-juive, hein, la prof. Ben Chetrit, ah, vous êtes en famille avec le rabbin Yeya? Ben oui, c'est mon oncle. Ah bon? Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, je vous mets 18 parce qu'on va pas perdre de temps, allez-y. Je te dis, dis-moi, tu tombes juste sur une qui me connaît. Le bon Dieu, il t'a aimé. Vous avez compris ou non? Toute la vie, c'est comme ça. Ça veut dire que toi, tu dois avoir cette évidence. Ouais. De la même manière que quand tu appelles ton père, il te répond. Eh bien, tu dois avoir cette évidence que quand tu appelles ton père, il te répond. Maintenant, tu sais pourquoi tu n'as pas l'évidence que Hachem il va te répondre? Parce que même dans les mitzvot, c'est pas évident. Alors, je vous fais un test et après, je vous laisse tranquille. Vous mangez du porc? Non? Non? Pas de porc? Pas du tout? De temps en temps? Un petit sandwich? Non? Toi non plus? Petite faim comme ça, vite fait? Un petit cochon? Non? Pas de porc? Pas de porc non plus? Rien? Voilà. Maintenant, tu vois le porc, tu ne le manges pas. 1 million d'euros, tu ne le manges pas. Tu vois comment tu as entériné la mitzvah du cochon? 100%. Pourquoi le Shabbat, c'est pas évident? C'est une autre mitzvah pareille. Pourquoi les filles, c'est pas évident? Ben, c'est une autre mitzvah pareille. Pourquoi la cacheroute, c'est pas évident? Ben, c'est une mitzvah pareille. Donc, le jour, écoute bien, où tu vas arriver à un niveau dans toutes les mitzvot, comme pour le cochon, eh ben, tu arriveras au même niveau de conviction avec la confiance en Dieu. Parce que toi, tu es entier avec lui, il est entier avec toi. Mais comme tu te fous de sa gueule dans la mitzvah, pourquoi il ne va pas se foutre de toi dans la réalité? Il va rigoler. Comment il y a des garçons qui me disent « Ah, mais Chétrit, écoutez, ma copine n'est pas assez sniout, donc je ne peux pas l'épouser, je ne peux pas l'amener chez mes parents. » Je fais « Excuse-moi, tu vas à la plage mixte ?»« Oh, bien sûr. » Genre, qu'est-ce que tu es en train de la saouler? « Ouais, mais c'est honteux, mes parents, c'est un manque de respect. » Mais toi, tu vas à la plage mixte, donc tu n'en as rien à treuf de voir des femmes nues. Et elle, tu l'angoisses que quand elle vient chez tes parents, c'est un manque de respect de venir en mini-jupe. Mais elle est toute nue à côté de toi à la plage. Donc en vérité, ton problème, c'est pas la sniout, c'est l'incohérence. Faut soigner. Ouais. Maintenant, pourquoi tu le vois pas? Pourquoi l'autre il le voit, toi tu le vois pas? Parce que tu n'es pas à 100% dans ce que tu fais. Ce qui est marqué ici. Batouar Bachem.
Ouais, celui qui est 100%, qui est clair, qui est en confiance à 100% avec Hachem, lo ishma, mishmoara lo ira. D'une mauvaise nouvelle, il n'aura pas peur. Parce qu'il sait, il est clair. Il sait ce que le bon Dieu, quel rapport il a avec le bon Dieu, il sait quel rapport le bon Dieu il a avec lui. Voilà. Hazak ou Baruch. Bah, c'est marrant, on était 172 et 172 sur les deux, Facebook et YouTube. Allez, bonne continuation, merci.